L'Iran est furieux contre Trump. Le jour de l'attaque israélienne, Trump a déclaré que les États-Unis souhaitaient résoudre diplomatiquement la question nucléaire. Mais, quelques heures après cette déclaration, Israël a éliminé la moitié de la direction iranienne et de nombreuses installations nucléaires du pays. Les dirigeants iraniens se sentent dupés par l'administration Trump. Trump provoque déjà l'Iran quelques heures seulement après les frappes, ce qui n'aide pas la situation. Il a tweeté que les négociations entre les États-Unis et l'Iran allaient continuer, malgré l'élimination de nombreux dirigeants lors de l'opération israélienne. La haine entre Trump et l'Iran n'est pas nouvelle. L'an dernier, l'Iran a tenté d'assassiner Trump durant la période électorale. L'Iran ne voulait vraiment pas que Trump redevienne président, et tout cela à cause de ceci. La nuit dernière, sur mes instructions, l'armée américaine a mené avec succès une frappe de précision parfaite qui a tué le terroriste numéro 1 au monde, Qassem Soleimani. Soleimani préparait des attaques imminentes et sinistres contre des diplomates et du personnel militaire américain, mais nous l'avons pris sur le fait et nous l'avons éliminé. Il était un peu après 1h du matin, heure locale, un moment où la plupart des gens dormaient. Un avion de la compagnie syrienne Chamwings Airlines a atterri sur la piste. La porte s'est ouverte et Qassem Soleimani, l'un des chefs militaires les plus puissants d'Iran, est descendu de l'avion. Il portait ses vêtements sombres habituels, se fondant dans la nuit. L'attendait Abu Mahdi al-Muhandis, un chef paramilitaire irakien. Ils se sont salués et après un bref échange, ils sont montés dans un convoi de 2 véhicules qui les attendaient, prêts à les emmener vers la zone verte. Haut dans le ciel, 3 drones américains Reaper, armés de missiles Hellfire, surveillaient la scène. À l'insu des personnes en bas, ces drones les observaient silencieusement. Alors que les véhicules quittaient l'aéroport, les drones suivaient chacun de leurs mouvements. Le convoi n'était sur la route que depuis quelques minutes lorsque l'impensable s'est produit. 3 missiles Hellfire ont été tirés avec précision depuis les drones. Comme vous pouvez l'imaginer, les voitures n'avaient aucune chance. Elles ont été touchées l'une après l'autre, explosant en une boule de feu. Les flammes éclairaient le ciel de nuit, réduisant rapidement les véhicules en épaves tordues. En un instant, les vies de Soleimani, al-Muhandis et de plusieurs autres ont été éteintes. Cette frappe de précision spectaculaire des États-Unis a ébranlé le monde entier. Cet événement fut un moment marquant et très controversé de l'histoire moderne. Cela a aussi marqué le début d'une relation hostile entre les États-Unis et l'Iran et d'une instabilité au Moyen-Orient. Depuis lors, plusieurs tentatives d'assassinat ont été menées contre Trump, alors que l'Iran cherche à venger son général tombé. En fait, l'Iran a toujours une prime ouverte sur la tête de Trump à ce jour. Alors, qu'est-ce qui a mené à cet assassinat téméraire à l'étranger ? De plus, à quel point le général Qassem Soleimani représentait-il une menace puissante pour les intérêts américains ? Eh bien, répondons à ces questions et à d'autres dans cette vidéo, alors que nous examinons comment et pourquoi Trump a tué le principal général iranien. Pour saisir l'importance de l'assassinat de Qassem Soleimani, il faut comprendre qui il était. Soleimani, figure clé de la stratégie militaire et des opérations extérieures iraniennes, n'était pas un simple chef militaire. Né le 11 mars 1957 à Kanadi Malik, un petit village dans la province du Kerman, au sud-est de l'Iran, Qassem Soleimani a grandi dans un milieu modeste. Il a passé beaucoup de temps dans son enfance à aider sa famille aux travaux agricoles. Il a surmonté de nombreux défis durant sa jeunesse. Ses études se sont même arrêtées après l'école primaire à cause de problèmes d'argent. À seulement 13 ans, Soleimani a quitté son village et a déménagé dans la ville de Kerman. Là, il a exercé divers petits boulots, notamment comme ouvrier du bâtiment pour aider à rembourser la dette paternelle. En 1979, la révolution islamique a bouleversé le paysage politique de l'Iran. Désormais, l'algorithme de YouTube tend à limiter les vidéos controversées. Si vous pouvez nous aider à lutter contre cela en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » ci-dessous, cela nous aide vraiment. Le renversement du Shah et la montée de la République islamique ont ouvert des portes à de jeunes gens ambitieux comme Soleimani. C'est pendant cette période de transformation que Soleimani a rejoint le corps des gardiens de la Révolution islamique, ou corps des gardiens de la Révolution islamique. Rouhollah Khomeini a fondé ce puissant groupe militaire pour défendre les idéaux de la Révolution et maintenir l'ordre dans le pays. Avec le temps, l'ascension de Soleimani dans les rangs de le corps des gardiens de la Révolution islamique a été rapide, en particulier pendant la guerre Iran-Irak. Cette guerre a commencé en 1980, lorsque l'Irak, sous la direction de Saddam Hussein, a envahi l'Iran. La guerre a été un tournant décisif pour Soleimani, révélant rapidement ses talents de leader et son intelligence stratégique au combat.
Soleimani, en tant que jeune officier, a dirigé ses hommes avec bravoure et prise de risques calculée, gagnant ainsi leur respect et leur reconnaissance. Sa renommée grandissante le mène au poste de commandant de la 41e division Serala. C'était une unité clé impliquée dans de nombreuses opérations cruciales pendant la guerre. Malgré les lourdes pertes et destructions subies par les deux camps durant les 8 années de conflit brutal, celui-ci a renforcé le rôle de Soleimani au sein des gardiens de la Révolution, préparant son ascension future. Après la guerre Iran-Irak en 1988, Soleimani a poursuivi sa carrière chez les gardiens de la Révolution. À la fin des années 1990, il a été nommé à la tête de la force Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution chargée des opérations extraterritoriales. La force Al-Quds mène des opérations spéciales, collecte du renseignement et soutient des alliés partageant les intérêts iraniens au Moyen-Orient. Sous la direction de Soleimani, la force Al-Quds a considérablement accru son influence et elle est devenue un outil clé de la politique étrangère de l'Iran. Beaucoup de femmes et d'enfants parmi ces monstres attendent que vous veniez les sauver. Vous avez parcouru un long chemin et remporté de nombreuses victoires avec l'aide de Dieu. Le rôle de Soleimani dans la force Al-Quds a fait de lui l'une des figures les plus influentes du Moyen-Orient. En Irak, il a été un acteur clé dans la configuration du paysage après l'invasion de 2003. Tandis que la coalition menée par les États-Unis renversait Saddam Hussein, l'Iran cherchait à affirmer son influence régionale. Soleimani a noué des relations avec diverses milices et dirigeants chiites, leur fournissant formation, financement et armes. Il a joué un rôle clé dans la formation du nouveau gouvernement irakien et le maintien de l'influence iranienne sur ce dernier. À cette époque, sa réputation s'était répandue comme une traînée de poudre. En Syrie, Soleimani était un fervent partisan de l'ancien président Bachar el-Assad pendant la guerre civile syrienne, qui a commencé en 2011. Quand le conflit a menacé le régime d'Assad, Soleimani a déployé les forces iraniennes et les milices alliées, dont des combattants du Hezbollah libanais, pour soutenir le gouvernement syrien. Son plan et son aide ont été cruciaux pour faire basculer la guerre en faveur d'Assad. Cela a permis au régime de reprendre des territoires essentiels et de garder le contrôle. Il a été en quelque sorte le sauveur de Bachar. L'influence de Soleimani s'étendait même jusqu'au Liban, où il entretenait depuis longtemps des liens avec le Hezbollah, le groupe militant chiite et parti politique. Depuis sa création au début des années 80, le Hezbollah est un allié essentiel de l'Iran. Il a servi de force supplétive contre Israël et de moyen de projeter la puissance iranienne dans la région. Les liens de Soleimani avec le Hezbollah ont permis un soutien constant en armes, entraînement et argent. Cela a renforcé le groupe et en a fait un acteur clé de la politique libanaise, les rendant plus loyaux envers Soleimani. Mais ils n'étaient pas les seuls rebelles que Soleimani a soutenus. Au Yémen, la force Al-Quds dirigée par Soleimani a soutenu les rebelles Houthis. Les rebelles ont mené une guerre civile contre le gouvernement du Yémen. Ils se sont opposés à une coalition menée par l'Arabie Saoudite, le grand rival de l'Iran. Soleimani a fourni aux Houthis des armes et une formation. Il voulait renforcer l'influence de l'Iran dans la péninsule arabique. Cela visait aussi à défier l'Arabie Saoudite. Le conflit au Yémen est devenu une nouvelle arène pour que la stratégie et les compétences de Soleimani soient mises à l'épreuve. Sans surprise, Soleimani a excellé tout au long de sa carrière, sa réputation de stratège militaire ne cessant de croître. Il était reconnu pour son approche pragmatique, se rendant souvent sur le front pour coordonner lui-même les opérations. Il a formé des alliances avec divers groupes, des acteurs étatiques aux milices non étatiques. Cela montrait sa profonde compréhension des dynamiques régionales et des structures de pouvoir. Ses principales opérations comprenaient le soutien au Hezbollah lors de la guerre du Liban en 2006 contre Israël, l'intervention en Syrie pour soutenir Assad et des manœuvres en Irak pour contrer l'influence américaine ainsi que les groupes extrémistes sunnites comme Daesh. L'impact de Soleimani ne se limitait pas seulement aux opérations militaires, ce qui est fou. Comme mentionné, il n'était pas qu'un chef militaire, il a aussi contribué à façonner les stratégies politiques et diplomatiques iraniennes. Sa proximité avec le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et son rôle dans les décisions au plus haut niveau témoignaient de son importance dans l'appareil iranien. Soleimani gérait habilement la politique régionale. Sa vision stratégique faisait de lui une figure clé dans l'élaboration de la politique régionale de l'Iran. Malgré sa notoriété, Soleimani était resté discret pendant longtemps, évitant les projecteurs et l'attention du public. Ce n'est que vers la fin de sa carrière que son nom et son visage sont devenus plus largement reconnus, aussi bien en Iran qu'à l'international.
Son statut légendaire auprès de ses partisans et la peur qu'il inspirait à ses ennemis montraient la dualité de son héritage. Pour ces hommes, il était bien plus qu'un simple chef. Il était un symbole, et les États-Unis le savaient. Alors, où Qasem Soleimani s'est-il heurté aux États-Unis pour les pousser à prendre des mesures aussi impitoyables ? Tout a débuté avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et sa prise d'une décision exécutive. En 2018, les États-Unis ont pris une décision importante en se retirant du plan d'action global commun, ou plan d'action global commun, plus connu sous le nom d'accord nucléaire iranien. Cet accord de 2015 visait à limiter les activités nucléaires iraniennes. En échange, les sanctions économiques devaient être levées, permettant à l'Iran de prospérer. Cependant, le président Donald Trump a critiqué l'accord, le qualifiant de l'une des pires et des plus déséquilibrées transactions pour les États-Unis. Nous avons également consulté nos amis de tout le Moyen-Orient. Nous sommes unis dans notre compréhension de la menace et dans notre conviction que l'Iran ne doit jamais acquérir une arme nucléaire. Après ces consultations, il est clair pour moi que nous ne pouvons pas empêcher une bombe nucléaire iranienne. Le 8 mai 2018, Trump a annoncé le retrait des États-Unis du plan d'action global commun. Il a exprimé des craintes que l'accord ne suffisait pas à empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Il a aussi noté que l'accord n'abordait pas le programme de missiles balistiques iranien, ni son appui aux groupes militants régionaux. Après le retrait, les États-Unis ont réimposé une série de sanctions sévères contre l'Iran. Celles-ci visaient des secteurs clés de son économie, notamment l'énergie, le transport maritime et la finance. Ces sanctions visaient à faire pression sur l'Iran pour stopper ses ambitions nucléaires et activités déstabilisatrices au Moyen-Orient. La réimposition des sanctions a gravement affecté l'économie iranienne, réduisant fortement ses exportations pétrolières et causant de grandes difficultés économiques à la population. L'impact a été presque immédiat. Suite aux sanctions, le produit intérieur brut de l'Iran s'est contracté d'environ 4,8% en 2018. Ce graphique résume parfaitement l'effet immédiat qu'ont eu les sanctions. Le taux de chômage a fortement augmenté, tout comme le coût de la vie en Iran. La vie est devenue intenable pour le citoyen ordinaire. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont encore intensifiées en 2019, avec une série d'attaques et de représailles. En mai et juin de cette année-là, plusieurs pétroliers ont été attaqués dans le golfe d'Oman, une voie navigable cruciale pour le transport mondial de pétrole. Les États-Unis ont accusé l'Iran d'avoir utilisé des mines ventouses pour endommager les navires lors de ces attaques. L'Iran a nié les allégations, mais ces incidents ont accru les craintes d'un conflit plus large dans la région. Le 20 juin 2019, la situation a pris une tournure dramatique quand l'Iran a abattu un drone de surveillance américain au-dessus du détroit d'Ormuz. L'Iran a affirmé que le drone avait violé son espace aérien, mais les États-Unis ont insisté qu'il volait dans l'espace aérien international. La destruction du drone a amené les deux pays au bord d'une confrontation militaire. Le président Trump a d'abord ordonné une frappe de représailles contre des cibles iraniennes, mais il l'a annulée à la dernière minute, invoquant des préoccupations concernant les pertes humaines potentielles. Il était cependant clair que la situation arrivait à un point d'ébullition. Le cycle des attaques et des représailles a continué jusqu'à fin 2019. Le 27 décembre, une attaque à la roquette contre la base aérienne K-1 à Kirkouk, en Irak, a tué un entrepreneur civil américain et blessé plusieurs Américains et Irakiens. C'était un point de rupture. Les États-Unis ont attribué l'attaque à Kataïb Hezbollah, un groupe de milices soutenu par l'Iran opérant en Irak. En réponse, les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre les positions de Kataïb Hezbollah en Irak et en Syrie le 29 décembre, tuant au moins 25 membres de la milice et en blessant de nombreux autres. Les frappes aériennes américaines ont provoqué une vive réaction des milices pro-iraniennes et de leurs partisans. Le 31 décembre, des milliers de manifestants, dont des membres de Kataïb Hezbollah, ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Bagdad. Ils ont franchi le périmètre extérieur, allumé des incendies et vandalisé des biens, mais ne sont pas entrés dans l'enceinte principale de l'ambassade. Le siège a duré 2 jours, les Marines américains et les forces de sécurité irakiennes finissant par disperser les manifestants. Les États-Unis ont accusé l'Iran d'avoir planifié l'attaque, aggravant encore les tensions déjà élevées entre les deux pays. Ces événements ont préparé le terrain pour l'escalade dramatique qui allait suivre au début de 2020. Les États-Unis et l'Iran étaient enfermés dans un dangereux cycle de représailles, chaque camp répondant aux actions de l'autre avec une force croissante.
les États-Unis, furieux de la mort et des blessures de leurs contractuels et soldats, ont décidé de donner l'exemple. La seule façon de briser ce cycle de représailles était de briser la roue. Ils ont donc choisi de cibler le général Qassem Soleimani. C'était l'homme qui détenait la clé de la puissance militaire de l'Iran et celui qu'ils considéraient comme responsable de l'escalade militaire en cours. Les États-Unis ont donc pris des mesures préventives. Dans la nuit du 3 janvier 2020, Qassem Soleimani, le commandant de la force Al-Quds iranienne, est arrivé à l'aéroport international de Bagdad. Il venait d'atterrir de Damas en Syrie avec un vol Shamwings. En descendant de l'avion et en mettant pied sur le tarmac, il a été accueilli par Abu Mahdi al-Muhandis, le chef adjoint des forces de mobilisation populaire irakiennes et un proche allié. Les deux hommes et leur entourage sont montés dans un convoi de véhicules qui les attendait pour les emmener vers la zone verte à Bagdad. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un drone américain planait au-dessus d'eux, surveillant chacun de leurs mouvements. Le convoi venait à peine de quitter l'aéroport lorsque le drone a lancé plusieurs missiles, frappant les véhicules et tuant tous les occupants. Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis faisaient partie des victimes, leurs corps étant méconnaissables à cause de l'explosion. La frappe a été rapide et précise, ne laissant aucune chance de s'échapper. Le gouvernement américain n'a pas hésité à assumer l'entière responsabilité de l'attaque. Il a justifié la frappe en affirmant que Soleimani préparait des attaques imminentes contre des Américains dans la région. Le président Donald Trump et son administration ont affirmé que l'élimination de Soleimani était essentielle pour défendre les intérêts américains et éviter une escalade supplémentaire. Ils ont décrit Soleimani comme un cerveau terroriste responsable de la mort de centaines de membres des forces américaines et de la coalition, et ils pensaient que son élimination dissuaderait de futures agressions iraniennes. Le monde était choqué par cet assassinat en territoire étranger. Cette tragédie a soulevé d'intenses débats juridiques et éthiques, notamment sur sa légalité en droit international. La frappe, menée par un drone américain, a soulevé des questions quant à sa conformité avec les principes du droit international, en particulier le jus ad bellum et le jus in bello. Le jus ad bellum régit le recours à la force entre les États, tandis que le jus in bello, ou droit international humanitaire, encadre la conduite des hostilités. Selon le jus ad bellum, le droit de faire la guerre, le recours à la force est généralement interdit, sauf autorisation du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ou en cas de légitime défense contre une attaque armée. Le gouvernement des États-Unis a soutenu que la frappe constituait un acte de légitime défense, affirmant que Soleimani préparait des attaques imminentes contre le personnel et les intérêts américains. Cependant, les critiques ont contesté cette affirmation, arguant que les preuves d'une menace imminente étaient insuffisantes et que la frappe ne respectait pas les critères de légitime défense en droit international. Agnès Callamard, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a enquêté sur la légalité de la frappe. Dans son rapport, Agnès Callamard a conclu que les États-Unis n'avaient pas suffisamment justifié la frappe comme un acte de légitime défense. Elle a soutenu que l'assassinat de Soleimani était illégal et constituait une violation du droit international. Les conclusions de Callamard soulignaient le besoin de plus de transparence et de responsabilité dans l'usage des drones armés, et demandaient des réglementations plus strictes pour éviter de futurs incidents similaires. En plus des débats juridiques internationaux, l'assassinat de Soleimani a également soulevé d'importantes questions au regard du droit interne américain. La résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973 visait à restreindre le pouvoir du président d'engager des actions militaires sans l'aval du Congrès. La résolution exige que le président consulte le Congrès avant d'engager les forces armées américaines dans des hostilités et impose le retrait des forces dans un délai de 60 à 90 jours, à moins que le Congrès n'autorise leur utilisation continue. Eh bien, Adrienne Pelosi commence cette conférence en parlant de l'ordre du jour que nous avons aujourd'hui à la Chambre, à savoir le débat et le vote sur cette résolution sur les pouvoirs de guerre. Il s'agit d'une résolution démocrate qu'Adrienne Pelosi a présentée en réponse à ce qu'elle a qualifié, et elle vient de répéter ses propos à l'instant d'actions disproportionnées et provocatrices du président Trump lorsqu'il a ordonné la frappe de drone qui a tué Soleimani. À présent, cette résolution vise à mettre fin aux hostilités militaires américaines envers l'Iran dans un délai de 30 jours, à moins que Trump ne retourne devant le Congrès et n'obtienne l'approbation du Congrès. La frappe menée par l'administration Trump sans consulter le Congrès a suscité un vif débat quant à savoir si cette action était un acte de guerre nécessitant l'approbation du Congrès.
Les partisans de la frappe ont soutenu que le président peut agir en légitime défense et protéger des vies américaines selon l'article 2 de la Constitution. Ils ont soutenu que la frappe était une réponse nécessaire et proportionnée à une menace imminente et ne nécessitait pas l'autorisation du Congrès. Les opposants ont cependant affirmé que la frappe était une escalade significative des hostilités avec l'Iran nécessitant une supervision du Congrès. Ils ont affirmé que la résolution sur les pouvoirs de guerre visait à empêcher les actions militaires unilatérales de l'exécutif et à s'assurer que les décisions d'utiliser la force soient prises avec le jugement collectif du Congrès et du président. Les critiques ont aussi exprimé des inquiétudes sur le risque d'une escalade et d'impliquer les États-Unis dans un conflit plus large avec l'Iran. Même au sein de la communauté internationale, la réaction à l'assassinat de Soleimani était mitigée. Les alliés des États-Unis, comme Israël et l'Arabie Saoudite, ont soutenu la frappe, la voyant comme une action nécessaire pour freiner l'influence de l'Iran et protéger la stabilité régionale. Cependant, de nombreux autres pays, y compris les alliés européens, ont été plus prudents dans leur réaction. Ils ont reconnu le rôle de Soleimani dans la déstabilisation régionale, mais ont exprimé leur inquiétude quant au risque d'escalade et à la légalité de la frappe selon le droit international. Les ennemis des États-Unis, comme la Russie et la Chine, ont condamné l'assassinat, le qualifiant de violation de la souveraineté de l'Irak et d'usage illégal de la force. Ils ont averti que la frappe pourrait entraîner une dangereuse escalade des tensions au Moyen-Orient, et ont exhorté les deux parties à faire preuve de retenue. En Iran, c'était le chaos total. La réaction de l'Iran à l'assassinat a été immédiate et féroce. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a décrété 3 jours de deuil et a juré de prendre une revanche sévère contre les États-Unis. Le guide suprême a même fait son deuil publiquement, ce qui contrastait nettement avec son attitude généralement réservée. Cela montrait le caractère personnel des lois de Soleimani. Le président iranien Hassan Rouhani a promis que l'Iran riposterait à l'assassinat de son principal général. Mohammad Javad Zarif, alors ministre des Affaires étrangères, a condamné la frappe comme un acte de terrorisme d'État et une dangereuse escalade, mettant en garde contre de graves conséquences pour la région. Même le grand public a fait entendre sa voix. L'assassinat de Qasem Soleimani a déclenché une vague de manifestations dans tout l'Iran. Des millions de personnes sont descendues dans la rue, pleurant la perte de leur principal général et réclamant vengeance contre les États-Unis. Regardez simplement cette scène filmée depuis un hélicoptère. L'atmosphère était chargée de colère et de chagrin, car Soleimani était vu comme un héros national crucial pour défendre les intérêts de l'Iran dans la région. Il était une figure adulée qui incarnait la portée létale de l'Iran face à l'écrasante pression américaine. L'assassinat a essentiellement fait de lui un martyr pour le peuple. En réponse à l'assassinat de Soleimani, l'Iran a lancé une attaque de missiles contre des bases américaines en Irak le 8 janvier 2020. La mission, nommée Martyr Soleimani, a impliqué le tir de plus d'une douzaine de missiles balistiques sur la base aérienne d'Al-Assad et une autre base à Erbil. L'attaque était un message clair de représailles, visant à démontrer la capacité de l'Iran à riposter contre les forces américaines dans la région. Les missiles ont causé d'importants dégâts aux bases, détruisant des infrastructures et du matériel. Malgré l'absence de décès immédiats, plus de 100 soldats américains ont par la suite été diagnostiqués avec des lésions cérébrales traumatiques suite aux explosions. Malgré les missiles, le député iranien Ahmad Hamza a rapidement pris une décision audacieuse. Le 21 janvier 2020, il a annoncé une prime de 3 millions de dollars sur la tête du président Donald Trump. Hamza a fait cette déclaration lors d'une session du Parlement iranien. Cela montrait clairement à quel point les émotions étaient vives en Iran. Soleimani était une figure profondément vénérée là-bas, et sa mort a eu un impact énorme sur le pays. En plus de cela, lors des funérailles de Soleimani, qui avaient été diffusées à la télévision, un orateur non identifié a suggéré un plan encore plus ambitieux. Il a proposé que les 80 millions d'habitants de l'Iran contribuent en chacun $1 pour réunir un total de 80 millions comme prime pour l'assassinat de Trump. Cette proposition a reçu beaucoup de soutien de la part de la foule, reflétant la colère et le désir de représailles que ressentaient de nombreux Iraniens. Cependant, il est important de noter que cette idée n'avait pas le soutien officiel du gouvernement iranien. Ces annonces n'étaient qu'une partie de la vague plus large de colère et d'appel à la vengeance qui a déferlé sur l'Iran après la mort de Soleimani. Le pays était en deuil et en colère, et ces primes mettaient en évidence la profondeur de la haine envers Trump et les États-Unis. À ce jour, cette animosité n'a pas disparu. Pour expliquer à quel point cette haine est encore solide, faisons un petit détour dans notre chronologie, et sautons à 2024. L'an passé, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat contre Trump.
En juillet 2024, lors d'un rassemblement de campagne à Butler, en Pennsylvanie, Trump a été touché à l'oreille par un tireur d'élite. L'assaillant, Thomas Crooks, a été abattu sur les lieux par le Secret Service. Malgré ses relations douteuses avec l'Iran, cette nouvelle tentative d'assassinat était bien plus évidente. Juste 2 mois plus tard, en septembre 2024, une autre tentative a été faite contre la vie de Trump dans son club de golf à West Palm Beach, en Floride. Le suspect, Ryan Ruth, a été retrouvé avec plusieurs téléphones portables et des applications étrangères, éveillant des soupçons d'implication internationale. Ces tentatives ont intensifié l'atmosphère déjà tendue, Trump exigeant une transparence totale de la part des services secrets concernant les incidents. L'une des tentatives les plus flagrantes a eu lieu en 2024, lorsque l'Iran a engagé un agent pour assassiner Trump. Cette mission à haut risque a été confiée à Farhad Shakiri, un ressortissant afghan qui avait immigré aux États-Unis lorsqu'il était enfant. Shakiri n'était pas un simple agent. On pensait qu'il travaillait pour les gardiens de la révolution iranienne, une branche d'élite connue pour ses opérations secrètes. Sa mission était claire. Assassiner Trump dans les 7 jours. S'il n'y parvenait pas, il devait attendre après l'élection présidentielle de 2024, en supposant que Trump puisse perdre et devenir une cible plus facile. Nous savons tous comment cela s'est terminé, n'est-ce pas? Shakiri avait un réseau de criminels chevronnés, experts en surveillance et en assassinat sur commande. Ces personnes avaient des contacts dans plusieurs pays et étaient des experts pour échapper aux forces de l'ordre. Le complot était complexe et nécessitait une planification minutieuse. Shakiri et son équipe ont mené une surveillance approfondie de Trump, étudiant ses déplacements et la sécurité qui l'entourait. Ils étaient à l'affût de la moindre faille qu'ils pourraient exploiter. Le temps pressait. Avec seulement 7 jours pour s'approcher de Trump et exécuter le plan, la pression était immense. Chaque instant était une course contre la montre. Ils devaient agir vite, mais avec un plan infaillible. Hélas, les autorités américaines étaient sur le qui-vive. Les agents fédéraux et les services de renseignement étaient en alerte maximale, scrutant toute menace potentielle d'Iran. Ils étaient particulièrement vigilants depuis la mort de Soleimani, et faisaient preuve d'une grande prudence face à toute menace visant Trump. Grâce à un mélange de renseignements, de surveillance et d'intervention rapide, ils ont découvert et déjoué le complot avant son exécution. Les détails exacts de la manière dont ils ont stoppé le plan d'assassinat restent en partie mystérieux, mais il s'agissait clairement d'un effort coordonné impliquant plusieurs agences. Les autorités ont probablement utilisé des informateurs, des agents infiltrés, des écoutes téléphoniques et de la surveillance électronique pour suivre Shakiri et ses associés. Au moment opportun, ils ont neutralisé la menace, évitant une catastrophe potentielle. Les autorités américaines ont également surveillé le réseau de relations de Shakiri, y compris son implication avec 2 hommes, Carlyle Rivera et Jonathan Lawdolt à New York. Ces individus fournissaient un soutien logistique et aidaient à la surveillance de Trump. Après avoir identifié le complot, les autorités américaines ont arrêté Rivera et Lawdolt en novembre 2024. Leur arrestation a été une victoire importante, perturbant le complot d'assassinat et éliminant des acteurs clés de l'opération. Malgré les arrestations, Shakiri a réussi à échapper à la capture. Les autorités n'ont pas pu le retrouver à l'époque, et on pense qu'il s'est enfui en Iran, cherchant refuge et protection auprès de la même organisation qui avait dirigé sa mission. Cela montre la détermination durable de l'Iran à se venger, même des années plus tard. Revenons à notre chronologie en 2019. Trump n'a pas été impressionné par les missiles iraniens visant les bases américaines. Il a même tweeté ceci, comme pour se moquer de l'Iran. Le président Trump va ensuite évoquer l'importance de la retenue et de la désescalade. Trump a souligné que les États-Unis ne cherchaient pas la guerre avec l'Iran, mais qu'ils prendraient les mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts et alliés. L'assassinat de Soleimani et les événements qui ont suivi ont montré la nature fragile du paysage géopolitique au Moyen-Orient. Les États-Unis et l'Iran ont tous deux subi de fortes pressions pour éviter une guerre totale, qui aurait des conséquences dévastatrices pour la région et au-delà. Les efforts diplomatiques et le maintien de canaux de communication ouverts sont jugés essentiels pour gérer la crise et éviter une escalade. Peut-être que les États-Unis n'avaient pas pleinement anticipé les profondes répercussions qui se sont manifestées à travers le Moyen-Orient et au-delà. En Iran, l'héritage de Soleimani est devenu un symbole d'unité nationale et de fierté. Malgré les divisions internes du pays, sa mort a rassemblé diverses factions, des réformateurs aux conservateurs. Ils éprouvaient tous du chagrin et de l'indignation. Soleimani était considéré comme un héros national, qui avait défendu les intérêts de l'Iran et combattu ses ennemis.
Son assassinat a suscité une montée des sentiments nationalistes, de nombreux Iraniens se rassemblant autour du drapeau et exprimant leur défi face aux menaces extérieures. L'unification temporaire mais significative des factions a souligné l'importance symbolique de Soleimani dans la société iranienne. Cependant, cela a aussi permis l'essor de l'influence des conservateurs dans la politique iranienne. Le sentiment de victimisation et l'appel à la vengeance ont renforcé les éléments radicaux, qui ont prôné une position plus agressive contre les États-Unis et leurs alliés. Ce changement a eu des répercussions à long terme sur les politiques intérieures et étrangères de l'Iran. Cela a réduit les chances de diplomatie et augmenté la probabilité de guerre et de terrorisme. En Irak, l'impact de l'assassinat de Soleimani a été tout aussi profond. Le Parlement irakien a adopté une résolution appelant au retrait de toutes les troupes étrangères du pays, une mesure qui a montré le sentiment anti-américain croissant parmi les dirigeants politiques irakiens et la population. La présence de troupes étrangères par Obotsio avait longtemps été un problème épineux en Irak, et l'assassinat de Soleimani ainsi que d'Abu Mahdi al-Muhandis a encore aggravé ces ressentiments. De nombreux Irakiens ont considéré cette frappe comme une violation de leur souveraineté, et une escalade inacceptable de l'ingérence étrangère dans leur pays. Les milices soutenues par l'Iran ont vu la résolution du Parlement comme une occasion de faire avancer leur propre programme. Elles ont commencé à montrer leur force, faisant pression sur le gouvernement irakien pour appliquer la résolution. Cela a forcé le gouvernement irakien à faire un choix difficile, se ranger du côté des milices ou des États-Unis. Pendant ce temps, l'armée américaine faisait face à une hostilité grandissante du public irakien. Sa présence indésirable compliquait sa mission contre des groupes extrémistes comme Daesh. Cela a ouvert une autre boîte de Pandore, dont nous parlerons ultérieurement. L'assassinat de Soleimani a eu des conséquences majeures à l'échelle régionale et mondiale. La frappe a soulevé des craintes de voir les conflits par procuration se transformer en affrontements directs. Pendant des années, l'Iran a étendu son influence au Moyen-Orient, en soutenant des groupes par procuration. Cela incluait le Hezbollah au Liban, des milices en Irak et les Houthis au Yémen. L'assassinat de Soleimani, un organisateur clé de ces alliances, risquait des représailles. Ces représailles seraient dirigées contre les intérêts et les alliés des États-Unis dans la région. Les conséquences plus larges de l'assassinat se sont également étendues au plan d'action global commun et aux efforts de non-prolifération. Le retrait des États-Unis du plan d'action global commun en 2018 avait déjà tendu les relations avec l'Iran. L'assassinat de Soleimani a encore plus compromis les dernières perspectives d'engagement diplomatique. La réponse de l'Iran à l'assassinat a inclus des mesures visant à réduire sa conformité au plan d'action global commun, en reprenant les activités d'enrichissement d'uranium et en se rapprochant du développement potentiel d'armes nucléaires. Cela a aggravé la situation, ne laissant aucun espoir de retour. L'érosion du plan d'action global commun et la possibilité d'un Iran doté de l'arme nucléaire ont eu des conséquences importantes pour les efforts mondiaux de non-prolifération. L'assassinat de Soleimani a mis en évidence les difficultés à maintenir et à faire respecter les accords de non-prolifération dans un contexte de tensions croissantes et de méfiance mutuelle.